Bonjour à toutes et tous. Il est 11 heures, donc on va démarrer ce webinaire comme prévu. Nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire consacré au rôle stratégique des communes et des CPS dans le parcours d'intégration des personnes primo-arrivantes. Cette rencontre est organisée par la Chambre Emploi-Formation de l'instance Bassin EFE Oui-Warem en collaboration avec le CRIPEL et la SBL SB Meuse-Condro. Elle s'inscrit dans une volonté partagée de mieux soutenir les acteurs locaux face à des enjeux d'intégration de plus en plus complexes et importants. Pourquoi voulions-nous cette rencontre? Parce que le nouveau cadre décrétal du parcours d'intégration soulève beaucoup de questions sur le terrain. L'objectif de ce webinaire est donc de vous aider à y voir plus clair, à mieux comprendre votre rôle et vos obligations et surtout à vous outiller de manière très concrète pour votre pratique quotidienne. À l'issue du webinaire, vous recevrez un kit d'outils pratiques. Cette séance est également enregistrée et sera donc prochainement disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Nous vous informerons dès sa mise en ligne. N'hésitez donc pas à transmettre auprès de vos collègues et des autres communes du bassin. Nous vous souhaitons un excellent webinaire. Juste par facilité de fonctionnement, donc on vous rappelle les petites règles, donc de ne pas allumer vos micros ni caméras. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre dans la conversation. Et fin du webinaire, on reprendra vos questions pour y répondre. Merci beaucoup. Je laisse donc la parole au CRIPEL juste après le déroulé, ici, la dia du déroulé du webinaire. Donc, une petite introduction. Pourquoi les communes sont-elles centrales? Un diagnostic express des communes du territoire pour celles qui ont répondu à notre petit questionnaire. L'analyse du décret et les implications stratégiques. Un petit défi qu'on vous soumettra au moment même et le temps de questions-réponses juste avant les conclusions. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci à l'instance Bassin de nous inviter. Le CRIPEL, je m'appelle Régis Simon, je suis le directeur de la structure et nous allons, au cours de cette heure que nous allons passer ensemble, répondre aux différents points prévus à l'ordre du jour. Et peut-être, pour commencer, une petite rétrospective. Euh, je, je passe, si j'y arrive, à la dia suivante. Voilà. Donc, vous avez devant vous le schéma du parcours d'intégration. Alors, le parcours d'intégration est réglementé par le décret intégration qui a été modifié à plusieurs reprises au cours de la dernière décennie. Et le schéma que vous avez devant les yeux montre à quel point les villes et communes jouent un rôle central dès la commande du titre de séjour de la personne reconnue réfugiée ou détentrice de la protection subsidiaire, donc qui sort d'un centre d'accueil. Pour rappel, c'est une politique fédérale, s'inscrit au registre de la population de la commune et signifie également qu'il en est résident. Et c'est à ce moment que les communes ont des obligations dans le cadre du parcours. Alors, je vais vous faire une petite rétrospective d'abord. Donc, tout cela, vous retrouverez toutes les informations en plus du PowerPoint et du kit d'outils que vous recevrez à l'issue de la séance. Vous pouvez retrouver aussi l'ensemble des informations sur le site web parcoursintégration.be. C'est un site qui est traduit en de nombreuses langues, une dizaine de langues qui s'adressent aussi bien aux professionnels du secteur, mais aussi aux administrations communales et directement auprès du public. Rétrospective, vous disais-je, puisque si j'arrive à passer à la dia suivante, je suis passé sur le site internet. Excusez-moi pour la manipulation. Voilà, je reviens sur la présentation.
Donc, comme je vous le disais, une politique qui a vu son apparition en 2014 avec l'arrivée dans le paysage, quelque part, d'un parcours d'accueil. À l'époque, c'était comme ça que ça s'appelait, qui est entré en vigueur le 28 avril 2014. Et puis, une modification décrétale en 2016, transformant ce parcours d'accueil en parcours d'intégration. Et puis, une modification majeure en 2018, c'est là que pour la première fois, l'obligation de suivre ce parcours pour toute personne extra-européenne, et nous reviendrons sur le public cible de ce parcours d'ici quelques instants. Et enfin, le 14 mars 2024, avec une entrée en vigueur du décret au 1er janvier 2025, avec à nouveau quelques modifications importantes, notamment sur la durée du parcours, mais nous y reviendrons. Alors, pour enchaîner assez rapidement, bien, le parcours d'intégration aujourd'hui, et ce depuis plusieurs années, euh, impose quelque part aux villes et communes, mais aussi aux centres régionaux, d'établir entre eux une convention. Et nous sommes conventionnés avec les 55 villes et communes des arrondissements de Liège, Ouy-Ouarem. Euh, et que dit cette convention? Bien que la commune, notamment, est censée informer la personne primo-arrivante de l'existence d'abord du parcours d'intégration, et ce via la remise d'un document qui existe en plusieurs langues. Et lors de cette information, inviter le primo-arrivant à prendre contact avec le bureau d'accueil du centre compétent. Pour Oui et Warem, bah, c'est évidemment le CRIPEL. Alors, autre engagement, bah, c'est d'une part que le centre puisse fournir aux villes et communes les documents d'information à remettre à chaque personne, euh, mais également de transmettre, et c'est là le rôle le plus central finalement des villes et communes, c'est de transmettre au centre le relevé des personnes primo-arrivantes qui ont commandé leur titre de séjour de plus de 3 mois. Le Peut-être sur la question du public, ben, je passe la parole à ma collègue qui euh, va vous en parler. Bonjour à tous. Donc Marie Sterkendries, je suis directrice adjointe en charge de la première ligne au CRIPEL. Peut-être juste avant de vous parler du public, vous avez répondu à quelques questions, certains d'entre vous en tout cas ont répondu à quelques questions lorsque vous vous êtes inscrit à ce webinaire pour faire un petit diagnostic de la prise en charge des primo-arrivants dans vos communes. Alors, simplement revenir sur les quelques questions. On vous a demandé notamment si vous saviez repérer les publics obligés du parcours. Ben, on va justement aborder ce point ici. Alors, dans les réponses, on a remarqué que la majorité d'entre vous estime savoir repérer les publics obligés du parcours d'intégration, ce qui est une très bonne nouvelle. D'autres questions vous étaient également posées, notamment est-ce que vous connaissez vos interlocuteurs au CRIPEL? Alors là, les réponses sont plutôt partagées. Donc c'est l'occasion aujourd'hui de vous présenter un petit peu comment on fonctionne. Donc vous avez rencontré Régis Simon qui parlait juste avant, notre directeur. Donc moi je suis directrice adjointe en charge du parcours et de l'insertion socio-professionnelle au CRIPEL. Et nous avons également une coordinatrice du parcours d'intégration qui peut être un interlocuteur lorsque vous vous posez des questions par rapport au parcours. Donc elle s'appelle Pauline Hagelstein et on vous transmettra évidemment les contacts de tout le monde pour que vous puissiez entrer en contact avec nous le plus facilement possible. Alors, il y avait aussi une question par rapport aux outils du parcours d'intégration. Connaissez-vous les outils du parcours d'intégration? De nouveau, les réponses étaient partagées, donc c'est l'occasion aujourd'hui d'y revenir et de vous indiquer que ces fameux outils vous seront transmis dans le kit d'outils qui est prévu et qui vous seront envoyés après ce webinaire. Donc, je reviens au PowerPoint pour vous parler du public.
Donc le parcours d'intégration, Régis l'a dit, est obligatoire pour les primo-arrivants. Alors la définition des primo-arrivants en Wallonie, puisqu'elle diffère un petit peu en Flandre et à Bruxelles, ce sont les personnes qui sont âgées de 18 à 65 ans, de nationalité étrangère, donc non belge, en séjour légal depuis moins de 3 ans et qui ont un titre de séjour de plus de 3 mois. Et alors, il existe des exceptions à cette obligation de suivre le parcours, puisqu'on a des personnes exemptées. Les personnes exemptées, c'est ceux qui n'entrent pas dans la définition en fait, du primo-arrivant, et les personnes dispensées. Il y a toute une série de personnes qui ne sont pas obligées de faire le parcours pour diverses raisons, on va y revenir. Simplement vous signaler qu'au-delà du public obligé, il y a aussi toute une série de personnes qui le font de manière volontaire, le parcours d'intégration. Notamment dans le cadre de l'accès à la nationalité belge, puisqu'ils ont la possibilité d'amener la preuve d'une des conditions, donc la condition de l'intégration sociale, via le parcours d'intégration. Alors, on parlait du public exempté, c'est celui qui ne rentre pas dans la définition de primo-arrivant. Donc, on a les personnes qui séjournent légalement depuis plus de 3 ans en Belgique, qui obtiennent un titre de séjour, une carte A, et qui, en fait, sont là en Belgique de manière légale depuis 3 ans auparavant. Par exemple, typiquement, c'est la personne qui a fait une demande d'asile et qui est restée sous carte orange, hein, sous attestation d'immatriculation pendant 3 années avant de recevoir une réponse à sa demande hein, de protection internationale. Donc ces personnes-là vont être exemptées du parcours, de l'obligation du parcours d'intégration. Alors les personnes qui ne possèdent pas de titre de séjour, hein, donc les personnes en séjour irrégulier ne sont pas obligées de suivre le parcours. Celles qui ont un titre de séjour de moins de 3 mois, donc par exemple toute personne qui vient ici sous visa touristique. Les personnes qui sont citoyennes de l'Union européenne, de l'espace économique européen, de la Suisse. Donc ici, toute personne qui a une nationalité de l'Union européenne ne sera pas obligée de suivre son parcours. Et les membres de famille des personnes que nous venons de citer. Donc ça, c'est pour le public exempté. Maintenant, sur le public dispensé, si on peut passer à la slide suivante, voilà. Donc, il y a toute une série de dispenses et cette liste de dispenses, elle a un petit peu augmenté avec la dernière réforme dont Régis vous a parlé, donc qui est entrée en vigueur début 2025. En tout cas, toute personne qui a évidemment déjà obtenu l'attestation de fréquentation d'un parcours d'intégration ailleurs qu'en Wallonie, par exemple en Flandre, ne sera pas obligée de faire son parcours en Wallonie. Les personnes qui présentent un certificat médical prouvant qu'elles sont dans la possibilité de suivre le parcours pour raison personnelle, médicale, mais aussi pour raison parce qu'elles s'occupent d'un membre de la famille, par exemple un enfant. Il y a aussi toutes les personnes qui ont obtenu un certificat ou un diplôme dans l'enseignement belge. On pense notamment aux jeunes qui sont arrivés, MENA par exemple, qui ont obtenu leur CESS et puis qui obtiennent leur titre de séjour définitif par la suite. Alors, il y a toutes les personnes qui ont moins de 18 ans ou plus de 65 ans. Les personnes qui exercent une activité professionnelle au minimum à mi-temps pendant une période continue de plus de 3 mois. Et donc ici, là où avant, c'était surtout les personnes salariées indépendantes qui étaient visées par la dispense, ça a été un petit peu élargi ici dans le cadre de cette dernière réforme, notamment aux personnes qui exercent un travail intérimaire, aux conjoints aidants. Alors, cette dispense touche aussi les personnes qui font une formation professionnelle préqualifiante et alors tous les étudiants. Que ce soit dans l'enseignement secondaire ou supérieur, sont également dispensés de l'obligation du parcours. Alors, pareil pour les personnes qui ont obtenu une bourse pour un doctorat ou sont enseignants dans une institution d'enseignement supérieur, donc ça c'est des cas un peu plus rares. Et puis, on a une exemption qui vient des accords d'association entre l'Union européenne et la Turquie. Donc, tous les ressortissants qui ont la nationalité turque ne sont pas obligés de faire le parcours d'intégration. Et c'est pareil pour tous ceux qui bénéficient de la protection temporaire. La protection temporaire ne concerne pour le moment en Belgique que les Ukrainiens. Donc voilà toutes les personnes qui sont dispensées de faire le parcours. Attention que je reviens quand même sur la slide, les deux slides, la slide d'avant par rapport au public obligé. Toutes ces personnes sont dispensées mais ont la possibilité de le faire de manière volontaire.
C'est important de le savoir, notamment, par exemple, pour les personnes ukrainiennes. Il y en a beaucoup qui ont été dispensées, mais qui se sont inscrits tout de même dans le parcours d'intégration. En quoi consiste finalement le parcours d'intégration et les changements majeurs est le suivant, même si je l'ai déjà évoqué. Donc, il y a eu, avec la dernière modification décrétale, un passage de 18 mois, donc le temps nécessaire et obligatoire pour réaliser le parcours d'intégration, à 3 ans, euh, avec le corollaire qui est le suivant. Donc, il n'y a plus de possibilité de proroger ce délai. Donc, depuis la dernière modification décrétale. Et en quoi consiste finalement ce parcours? Tout d'abord, un module d'accueil. Donc, on a vu le rôle des communes qui transmettent au centre compétent les listes des primo-arrivants qui viennent retirer leur titre de séjour au service population. Et à partir de là, débute le module d'accueil. Donc, nous recevons les personnes pour un bilan social complet, une espèce de photographie finalement de la situation du primo-arrivant. Ensuite, nous les informons sur les droits et devoirs du citoyen en Wallonie. Pour les personnes non francophones, un test de positionnement en français est également proposé. Et également la possibilité d'être accompagné dans une série de démarches administratives. Ensuite, une convention est établie entre le primo-arrivant et le centre, consistant finalement à coucher sur papier l'orientation que la personne va recevoir, notamment pour aller suivre les cours de citoyenneté, ou encore pour les personnes qui n'ont pas obtenu le niveau A2, de suivre une formation à la langue française. Pour la citoyenneté, c'est 60 heures de formation et pour la langue française, c'est 400 heures. Et enfin, également, un module d'introduction à l'insertion socio-professionnelle, et ce, en partenariat, la plupart du temps, dans tout le territoire, avec le Forem. Concernant le bilan social, maintenant, dont il est fait état, il consiste finalement en une analyse de la situation des personnes, mais surtout des besoins et des difficultés rencontrées. C'est là, lors de ce bilan social, que la convention est dressée et que peut commencer finalement tout le suivi des cours, tantôt de citoyenneté, de français, ou encore cette fameuse séance qui dure 4 heures d'introduction au marché de l'emploi et aux premières démarches d'insertion socio-professionnelle. J'en ai parlé également, cette séance sur les droits et devoirs du citoyen en Wallonie. Il y a toute une série de thématiques obligatoires à aborder lors de cette séance. Tout d'abord, sur la question des demandes de nationalité, sur les droits et devoirs consacrés par la Constitution et la Convention européenne des droits de l'homme, euh, et également en matière de santé, d'égalité des chances, de lutte contre le racisme et de lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment celles basées sur le genre. Et puis alors, la liberté est laissée aux centres régionaux, selon les besoins constatés, d'aborder d'autres thématiques, euh, notamment les droits et devoirs en matière de logement, de mobilité, d'emploi, de formation ou encore d'enseignement. Alors je reprends pour ce qui est de la formation à la langue française, au français. C'est une formation, donc ici, pour les deux étapes précédentes, ce sont des étapes qui se font au Centre régional d'intégration, donc au CRIPEL. Ici, la formation au français
ce n'est pas le CRIPEL qui l'organise, elle va être suivie dans les différentes ILI, initiatives locales d'intégration, qui organisent ces cours de français. La formation doit compter 400 heures et doit se dérouler sur une période qui a été rallongée forcément en fonction du rallongement du délai total de 3 ans, et donc elle doit se dérouler sur une période de 32 mois. Donc il faut savoir que quand la personne est reçue en bilan social, on la prépositionne, c'est-à-dire qu'on essaye de voir un petit peu où elle en est déjà par rapport à sa connaissance du français. Et puis, on va l'envoyer vers un test pour établir son niveau. Puisque si la personne obtient le niveau A2 en moyenne, donc en moyenne, c'est-à-dire on fait la moyenne entre les différents items de connaissances orales, écrites, compréhension à l'audition et à la lecture, la personne sera alors dispensée de l'obligation de suivre les 400 heures de français. Alors, la dispense peut aussi avoir lieu en cours de parcours, c'est-à-dire que si la personne suit 200 heures de français et puis qu'elle atteint le niveau A2, elle n'est pas obligée de suivre les 200 dernières heures. Donc, comme je vous l'ai dit, ces cours sont dispensés par les ILI ou d'autres organismes reconnus, donc par exemple l'enseignement pour adultes, les associations d'éducation permanente agréées, les centres d'accueil, les CISP. Au terme des 400 heures, l'ILI ou le CRI effectue un test de validation des acquis pour voir un petit peu où en est arrivée la personne. En ce qui concerne la formation à la citoyenneté, de nouveau, ça ne se fait pas au CRIPEL. Ce sont les ILI et organismes reconnus qui organisent cette formation, qui comporte 60 heures de formation et doit se dérouler sur une période de 8 mois maximum. Alors, une des choses qui a été modifiée dans le cadre de la dernière réforme, c'est le fait que l'offre de formation en citoyenneté doit maintenant comprendre des formations en langue d'origine. Donc, si la personne primo-arrivante a un niveau inférieur au niveau A2, alors elle est orientée vers une formation qui est dispensée dans une langue comprise. Il faut savoir que cette réforme a eu lieu maintenant il y a 1 an, 4 mois, mais que l'offre en formation de citoyenneté en langue d'origine est, au jour où je vous parle, assez minime, et donc cette orientation reste difficile. Et donc pour le moment, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que les personnes aient suivi un petit peu de cours de français avant de pouvoir les orienter vers des cours de citoyenneté qui sont pour la plupart toujours donnés en français. Alors, les thèmes abordés lors de cette formation sont les statuts de séjour, le logement, la santé. Il y a des informations qui vont revenir entre la séance de droit et devoir de 2 heures et la formation de citoyenneté, mais qui vont être vraiment approfondies lors de cette formation. Et alors, le dernier module qui est l'orientation d'insertion socio-professionnelle, Régis vous a dit que elle est faite au CRIPEL ou au Forum. Donc voilà, on va aborder toute une série de questions liées au monde du travail avec les primo-arrivants. Il faut savoir que ce module-là n'est pas nécessaire, c'est-à-dire les personnes peuvent en être dispensées si elles sont déjà inscrites dans un processus d'insertion. Alors, c'est quoi les différentes situations? Si la personne suit, par exemple, une formation professionnalisante, si elle a un contrat de bénévole dans une structure, si elle travaille, évidemment, mais dans tous ces cas-là, évidemment, la personne sera dispensée de ces 4 heures d'insertion socio-professionnelle. Et donc, le but, évidemment, ici, c'est de favoriser l'accès à l'emploi et à la formation des primo-arrivants. Alors, il faut savoir qu'évidemment, 4 heures, c'est très peu, et les CRI le savent depuis longtemps. C'est pourquoi la plupart des centres régionaux d'intégration ont mis en place des projets parallèles au parcours d'intégration qui touchent à l'insertion socio-professionnelle des migrants. C'est le cas au CRIPEL, puisque nous avons un projet Jobway dans lequel un accompagnement beaucoup plus intensif peut avoir lieu.
Alors, par rapport à l'obligation du parcours d'intégration. Donc, on vous l'a dit, l'obligation, c'est de suivre le parcours en 3 ans maximum. L'occasion pour moi de vous dire quand même que, attention, que si la personne a commandé son titre de séjour avant le 1er janvier 2025, elle ressort du dernier décret, c'est-à-dire du décret qui s'appliquait avant, et donc elle n'a que 18 mois pour réaliser son parcours d'intégration. Donc il arrive que des personnes qui n'ont parfois pas été informées par leur commune quand elles ont commandé leur titre de séjour, arrivent au CRIPEL à ce jour, par exemple, et théoriquement n'ont plus que 2 mois pour suivre leur parcours d'intégration. Donc attention, cette durée de 3 ans s'applique uniquement aux personnes qui ont commandé leur titre de séjour après le 1er janvier 2025. Alors, l'obligation, elle cesse comment? Quand on réalise évidemment l'entièreté du parcours. Si on se retrouve dans une des conditions de dispense qu'on a énoncées auparavant, si on reçoit un ordre de quitter le territoire ou si on quitte la Belgique. Et le dernier cas, c'est si on n'a plus de résidence dans une commune wallonne. Donc en cas de déménagement, par exemple en Flandre, l'obligation cesse, mais l'obligation va probablement naître en Flandre où le parcours d'intégration existe également. Alors, une petit cas particulier pour les personnes incarcérées, le délai de 3 ans est alors suspendu pendant la période d'incarcération. Alors, on vous dit que c'est une obligation, le parcours d'intégration. Effectivement, c'est une obligation qui est assortie de sanctions. Un système de sanctions qui a aussi été revu lors de la dernière réforme. Pour prévoir que, à l'expiration du délai de 3 ans, une mise en demeure est envoyée au primo-arrivant pour l'obliger à se conformer à son obligation dans les 60 jours. Si passé ces 60 jours, la région wallonne n'a pas de nouvelles, donc évidemment, ce ne sont pas les CRI, enfin je dis évidemment, mais ce ne sont pas les CRI qui gèrent ce système de sanctions, je le précise, c'est la région wallonne. À partir de ce moment-là, si dans les 60 jours, la personne n'a pas répondu à ce courrier, alors une décision de sanction est envoyée contre laquelle on peut faire recours ou plutôt exposer ses moyens. Donc c'est un recours interne à la région wallonne. On peut exposer ses moyens de défense et le primo-arrivant a la possibilité d'être entendu. Donc ça dans un délai de 30 jours à partir de la décision de sanction. Alors, évidemment, il y a la possibilité d'assistance d'un interprète, la possibilité de consulter son dossier, une audition dans les 30 jours, donc tout ça est tenu par des délais légaux. Si jamais les moyens de défense sont refusés, à ce moment-là, l'amende va être établie et la première amende, elle sera de 50 €. À chaque fois que l'obligation ne sera pas respectée, l'amende sera doublée. Et là où avant, dans le système de sanctions précédent, la personne se voyait infliger une amende de 50 € et puis avait 3 mois pour se mettre en conformité et se voyait infliger une amende doublée, donc de 100 € et puis de nouveau 3 mois pour se mettre en conformité, ici, ce système a été revu pour octroyer un délai de 12 mois entre les amendes. Donc si demain, un primo-arrivant reçoit une amende de 50 €, il aura 1 an pour se conformer à son obligation, puisque évidemment suivre 400 heures de français, ça ne se fait pas en 1 mois. Et donc si l'année écoulée, l'obligation n'est pas remplie, alors une nouvelle amende sera imposée de 100 € et ça peut voilà, monter jusqu'à 2 500 € maximum. Alors, vous dire aussi que nous avons un outil de suivi informatisé qui s'appelle API, qui a été mis en place par le SPOE Intérieur et Action sociale et qui est géré par l'écrit et par l'administration. Donc, nous avons tous accès à cette interface pour pouvoir traiter les dossiers. Donc, c'est notre base de données.
Alors, nous sommes évidemment soumis au RGPD comme tout le monde, et donc les données ont une durée de conservation qui est précisée dans le décret. Donc, nous pouvons conserver les données du bilan social pendant 3 ans, sauf celles qui figurent sur l'attestation de fin de parcours. Là, on peut garder cette attestation pendant 10 ans. Ah, je n'ai plus accès au slide. Ah, voilà. Et alors, évidemment, il y a un partage de données, vous l'aurez compris, entre l'écrit et l'administration, mais pas entre les différents CRI. Et donc, si nous avons une personne qui arrive de Charleroi et qui s'installe à Liège, nous allons devoir demander son transfert pour pouvoir traiter son dossier, son transfert dans la base de données pour pouvoir traiter son dossier. Alors, il est question de pouvoir mettre à disposition cette base de données, cet outil pour les ILI, les initiatives locales d'intégration, donc ceux qui donnent par exemple les cours de citoyenneté, qui pourraient directement alors aller compléter dans cette base de données le fait que la personne a suivi et terminé ses cours. C'est en discussion, mais l'outil dans son état actuel ne permet pas en tout cas de faire de prévoir cet échange avec les ILI. Et alors, bien vous dire aussi que les données sont récoltées évidemment à des fins statistiques de manière anonyme, ce qui est également le rôle du nouvel observatoire wallon de l'intégration qui vient d'être mis en place par ce nouveau décret qui est entré en vigueur en janvier 2025. Alors, je ne sais pas si à ce stade-ci, il y avait déjà des questions. Pour le moment, il n'y a pas encore de questions. Mais D'accord, n'hésitez pas. on va peut-être continuer avec le petit défi d'aiguillage alors, et peut-être que les questions arriveront éventuellement par la suite. Alors, on vous a préparé un petit exercice pour voir un peu comment vous réagiriez à ces différents cas d'application. On va aborder le premier, et ce que je vous propose, c'est que on utilise le petit outil de lever la main pour répondre à la question. Donc, un Ukrainien qui se présente pour commander sa carte A sur base de la protection subsidiaire. Ceux d'entre vous qui pensent qu'il faut l'orienter auprès du CRIPEL, vous pouvez peut-être lever la main. Utilisez le petit outil de lever la main. Là, j'ai 3 mains levées. Ah, 2, plus que 2. Ok. Alors, oui. Alors, on reviendra sur les solutions par la suite. On va passer à la deuxième petite question, et je vous propose d'abaisser du coup vos mains en attendant. Donc un autre cas d'application, ce serait une Syrienne qui se présente pour commander sa carte A en tant que réfugiée. Est-ce qu'à ce moment-là, vous donc levez la main si vous pensez devoir l'orienter vers le CRIPEL. De nouveau, j'ai peu de mains, un petit peu plus. 5. Ok, 6. Donc, un peu plus de mains. Donc, pour une orientation vers le CRIPEL. Ok, on va passer au troisième cas. Donc ici, il s'agirait d'un monsieur marocain et espagnol qui se présente pour commander sa carte E sur base de la libre circulation. À ce moment-là, pensez-vous, levez la main ceux qui estiment qu'il faudrait l'orienter vers le CRIPEL pour le parcours d'intégration. Ici, j'ai une main, mais c'est peut-être une qui reste de la question précédente. OK. On va passer tout de suite aux résolutions. Donc, je vous ai tendu un petit piège sur la première question, puisque je vous ai parlé d'un Ukrainien qui vient commander sa carte sur base de la protection subsidiaire. Alors évidemment, ici, les termes ont leur importance puisque il y a des statuts différents en matière de protection internationale. Il y a le statut de réfugié, on va dire, qui est le plus connu. Et puis, il y a le statut de protection subsidiaire
qui est octroyé si la personne n'a pas réussi à démontrer les conditions pour recevoir son statut de réfugié, mais si la personne a quand même des raisons de craindre un retour au pays. Ça, c'est bien la protection subsidiaire. Et puis pour les Ukrainiens, il y a un mécanisme spécifique prévu par l'Europe qui a été mis en place, qui est la protection temporaire. Et donc là, les termes ont leur importance, puisque une personne qui reçoit une carte A sur base de la protection subsidiaire se trouve bien dans l'obligation de réaliser le parcours d'intégration. Attention, évidemment, si si l'Ukrainien en question relève de la protection temporaire, alors il s'agira effectivement d'un cas de dispense. Simplement vous signaler que si la personne est dispensée, on vous invite quand même, sur base d'une discussion avec cette personne, à l'orienter vers le CRIPEL si elle souhaite suivre le parcours sur base volontaire, puisque c'est possible et puisque le parcours donne accès à des cours de français, à des cours de citoyenneté, et que une personne qui s'installe, même sous la protection temporaire, a peut-être ce besoin-là. Dire aussi que un petit warning ici, puisque la réforme annoncée liée au CPS et au RIS prévoit que le RIS serait conditionné au parcours d'intégration. Donc ici, éventuellement, pour une personne qui a la protection temporaire qui serait éventuellement dispensée, voir un petit peu l'orienter en tout cas vers le CPS, puisque le CPS pourra éventuellement nous réorienter cette personne si dans les conditions du RIS, il y a le fait de suivre le parcours d'intégration. Donc voilà, il y aura dans le futur en tout cas des implications un petit peu plus compliquées entre le RIS et le parcours d'intégration. Donc on va passer au deuxième cas d'application, donc la personne syrienne qui se présente pour commander sa carte A en tant que réfugié. J'avais un petit peu plus de mains qui se sont levées sur ce cas d'application-là, mais c'est juste, hein, effectivement, en tant que réfugié, en principe, on a l'obligation de suivre le parcours d'intégration une fois qu'on commande sa carte A. Attention toutefois au cas particulier, si une personne, je l'ai évoqué tout à l'heure, a été en demande sans qu'une décision ne soit prise pendant plus de 3 ans, et donc elle a eu une carte orange pendant plus de 3 ans, eh bien, elle rentre dans l'exemption liée au fait d'avoir été en séjour légal pendant plus de 3 ans au moment de commander sa carte A. Et donc cette personne sera exemptée de son obligation. De nouveau, elle peut évidemment venir suivre le parcours d'intégration sur base volontaire. Le dernier cas d'application, je pense que presque personne n'est tombé dans le piège ici, puisque vous aurez remarqué que cette personne a une nationalité extra-européenne, mais aussi une nationalité européenne, qui est la nationalité espagnole. Et donc, il commande sa carte E sur base justement de cette nationalité-là. Et donc, il est exempté en tant que ressortissant de l'Union européenne. De nouveau, je vous invite toutefois à avoir une discussion avec la personne pour présenter tout de même le CRIPEL et l'inviter à se présenter à nous si il souhaite suivre le parcours sur base volontaire. Voilà, je ne sais pas si suite à ces cas d'application, s'il y a des questions en particulier. Je n'ai pas de questions dans la conversation pour le moment. Maintenant, si des personnes en ont une qui vient, vous pouvez toujours lever la main aussi et on se chargera de vous répondre. Peut-être apporter une petite précision pour les personnes non obligées du parcours, donc qui décident néanmoins de le suivre sur base volontaire, que l'attestation de fin de parcours est également, constitue une preuve d'intégration au sens de l'obtention de la nationalité.
Et donc, une personne qui est présente depuis plus de 5 ans, en tous les cas, avec un séjour régulier, peut entamer des démarches pour obtenir la nationalité belge. Il y a toute une série de conditions. Et parmi les conditions, bien le fait d'avoir suivi ce parcours sur base volontaire ou de manière obligée, constitue quelque part, au sens de la loi nationalité, une preuve d'inclusion sociale. Donc, d'où la remarque de ma collègue Marie en disant chaque fois attention, ayez bien une conversation avec la personne, même si celle-ci n'est pas obligée du parcours, car peut-être qu'un jour, en ayant les 5 ans quelque part, il pourrait faire des démarches pour l'obtention de la nationalité. Et si toutes les conditions ne sont pas remplies, celle de cette, enfin, que fournit cette attestation peut avoir son importance. Oui, et je vais ajouter, Régis, merci pour cette précision. Et une autre précision encore par rapport à ce à quoi cette attestation de fin de parcours peut servir, c'est qu'on ne l'a pas dit, mais dans le cadre du renouvellement d'un titre de séjour, par exemple, je vais prendre l'exemple d'une personne arrivée par regroupement familial avec un extra-européen. Vous savez qu'il y a des conditions et notamment le revenu, les moyens de subsistance, un stable, régulier et suffisant. Mais au moment du renouvellement de la carte A, donc qui a une durée d'1 an, l'Office des étrangers exige aujourd'hui, depuis quelques années déjà, une condition d'intégration. Et le fait d'avoir suivi le parcours d'intégration ou d'être en train de le suivre fait partie des éléments qui peuvent être apportés dans le cadre de cette condition d'intégration pour le renouvellement de son titre de séjour. Manifestement, vous avez été très clair, puisque nous n'avons pas de questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions qui vous viennent après le webinaire, à nous envoyer un mail et on relayera bien sûr pour que vous puissiez avoir les réponses. Merci en tout cas pour l'exposé. Caroline Cassel, je voulais voir s'il était possible d'avoir le PowerPoint par mail. Merci. Je pense que c'est prévu. Voilà, bien oui, sûr. oui, pas de Voilà. souci. On enverra ça, comme on l'a dit au départ aussi, donc on vous enverra le kit d'outils pratiques et donc en même temps que le PowerPoint et vous serez prévenu dès que le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc voilà, on tient vraiment à remercier l'ensemble de nos partenaires et surtout le CRIPEL et puis l'équipe de l'instance donc pour la préparation de ce webinaire et la présentation très claire auquel nous avons eu droit. Est-ce que vous avez encore d'autres points au niveau du CRIPEL à ajouter? Bien peut-être inviter les villes et communes qui auraient également des questions à prendre directement contact avec nous. Et bien sûr, nous pouvons venir dans les communes pour répondre très pratiquement aux questions qui pourraient se dégager ou encore pouvoir commenter les supports qui vont être envoyés aux participants du webinaire ici, mais plus largement aussi pouvoir voilà, répondre et commenter ces documents d'information, peut-être également parcourir avec les travailleurs de première ligne des villes et communes, pouvoir parcourir le site Internet qui a un support véritablement qui fait synthèse vraiment de l'ensemble du parcours. Donc c'est un outil qui est de plus en plus fréquenté, mais dont la fréquentation finalement reste faible. Et donc faire connaître ce site Internet aussi aux primo-arrivants peut être un plus. Voilà. Et puis dire aussi que pour toutes les démarches, mais ma collègue Marie l'a très bien dit, pour toutes les démarches parallèles, notamment d'insertion socio-professionnelle, n'hésitez pas aussi
à renvoyer vers le CRIPEL, car nous avons un projet soutenu par le Fonds social européen qui vise quelque part à lever un certain nombre de freins rencontrés par les personnes. Euh, il y a évidemment les premiers freins qui nous viennent en tête, c'est-à-dire d'abord la barrière de la langue, euh, mais également pouvoir véritablement expliquer davantage le marché de l'emploi. Et nous sommes en contact avec des employeurs qui sont tantôt dans des secteurs en pénurie ou pas, mais qui ont du mal à recruter. Et là, nous assurons, dans le cadre de ce projet, une intermédiation entre l'employeur, finalement, et la personne, avec tout un accompagnement, y compris à l'emploi. Et ça, c'est un dispositif tout à fait spécifique qui a été mis en place à Liège, enfin à Liège, oui, Warem, sur les 55 villes et communes, mais également au-delà, puisque 6 des 8 centres régionaux mènent un projet similaire. Donc, peut-être aussi apporter cette information peut-elle être utile euh, à l'attention des personnes que les villes et communes rencontrent et qui viennent s'installer sur leur territoire. Oui, et j'aurais voulu ajouter, par rapport au kit d'outils que vous allez, recevoir, simplement peut-être vous commenter à l'avance, le fait que vous recevrez, mais ce qu'on appelle les annexes, qui sont en fait les annexes à la circulaire qui organise le parcours d'intégration, que normalement vos collaborateurs utilisent pour nous renvoyer, le listing, des personnes primo-arrivantes soumises, à l'obligation du parcours d'intégration. Mais vous dire qu'elles sont traduites en 11 langues. Récemment, une traduction en tigrinya a été réalisée pour que vous puissiez transmettre ces documents dans une langue comprise par la personne que vous avez en face de vous. Et vous dire également que dans le diagnostic dont on a parlé, ceux qui ont répondu au petit sondage, on voit à la question «Connaissez-vous vos interlocuteurs au CRIPEL?» que les réponses sont partagées. Vous signalez aussi que nous-mêmes, nous avons évidemment un listing de personnes de contact dans les différentes communes qui sont comprises dans notre territoire, mais que ce listing, dû évidemment au turnover classique qui est un petit peu partout, ce listing, il doit évoluer et donc on vous invite aussi, parce que nous non plus, parfois, on ne connaît pas nos interlocuteurs dans les différentes communes. Or, par exemple, les traductions des annexes, notamment la dernière traduction en tigrinya, elle est envoyée à ce listing et s'il n'est pas à jour, vous n'aurez pas du coup accès à tous les outils du parcours d'intégration. Donc, n'hésitez pas à nous signaler quand il y a du changement de votre côté et quand la personne de contact n'est plus la même pour qu'on puisse vous envoyer toutes les informations utiles et qu'elles vous parviennent effectivement. OK. Merci beaucoup, Madame Serkendries et Monsieur Simon. Avec Merci à tous plaisir. pour votre participation et à une prochaine fois pour un autre webinaire. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.